Bonsoir, il est 19h, vous êtes sur Prune et c'est l'heure de votre émission Angle Mort. Bienvenue sur Prune, là où les luttes antiracistes et décoloniales prennent la parole. Angle Mort, c'est l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Tous les premiers lundis du mois, de 19h à 20h, avec le collectif Isonomia, explore sans concession les concepts et réalités qui échappent souvent à notre regard. Bienvenue dans Angle Mort. Ce lundi 7 octobre, c'est la première de notre émission. Une émission qui ne se contente pas de regarder le monde, mais qui le secoue. Derrière cette émission, la team Isonomia, qui fait de l'antiracisme et du décolonial son terrain d'action. On espère que vous êtes prêtes et que vous êtes prêts. Ici, pas de langue de bois. On gratte là où ça fait mal. Votre mission, notre mission, est de vous armer jusqu'aux dents, intellectuellement parlant, bien sûr. Chaque premier lundi du mois, de 19h à 20h, on vous embarque pour un trip sans filtre. On va braquer les projecteurs sur les histoires qu'on veut vous faire oublier, secouer vos idées reçues, explorer les angles morts de notre société, ces espaces où grandit l'injustice et où naissent les espoirs. Moi, c'est Filson, vous pouvez m'appeler Fi, votre GPS dans la tempête des idées. Je serai accompagnée à ma gauche de Rêve, notre ninja du lexique, et encore plus à gauche de Charles Marquet, l'Indiana Jones de la pensée critique. Alors, comment on se sent ce soir ? Est-ce qu'on est prêt ? Pour une première, on est aussi prêt qu'on peut l'être, c'est-à-dire très prêt. Également chaud comme bouillant. Comme une baraque à frites belge. Ok, donc Angle Mort, c'est parti pour la première. Au programme ce soir, un édito percutant, juste histoire qu'on se comprenne bien. Notre rubrique lexique avec Rêve, la chronique hors piste avec Charles Marquet, le tout ponctué de pauses musicales soigneusement choisies. C'est parti. Les périphéries parlent au centre, c'est l'édito d'Angle Mort. Alors c'est l'édito, et c'est moi. Ici, on ne fait pas dans la dentelle. On plonge dans les zones d'ombre de notre histoire, de notre société, sans aucun complexe. Et ce lundi 7 octobre était l'occasion de le rappeler, juste pour qu'on démarre sur de bonnes bases. Aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire d'une honte, d'une tragédie qui dure sur les regards hypocrites d'un monde complice. Vous qui allez vous indigner, qui allez froncer les sourcils, qui trouverez nos mots trop durs, trop directs, ce message est pour vous. Pour vous qui préférez rester dans votre confort, loin des cris des périphéries. Pour vous qui serez outrés que l'on expose les faux-semblants que vous avez fabriqués pour ne pas voir l'injustice. Depuis ce 7 octobre 2023, plus personne ne peut prétendre à l'innocence. Ce que cette tragédie met à nu, c'est que toutes les vies ne se valent pas aux yeux des centres. Il y a ceux que l'on pleure, ceux qui font la une des journaux, et puis il y a les autres. Les vies marginalisées, les vies des périphéries, celles qui subissent l'occupation, l'oppression, l'injustice, mais dont le sang ne fait pas couler les larmes des puissants. Souffrez que l'on s'exprime, car nous n'avons plus besoin de votre approbation. Vous qui allez vous sentir offensés, blessés dans votre confort moral, sachez-le, ce n'est plus votre confort qui compte. Vous serez outrés, mais cette indignation-là n'a rien à voir avec la justice. Elle n'est qu'un écran de fumée pour masquer votre complicité. Effectivement, ce que vous appelez complexité, nous l'appelons colonisation. Ce que vous appelez neutralité, nous l'appelons complicité. Tous les premiers lundis du mois, ne vous attendez pas à ce que nous ménagions vos esprits. Nous avons été exposés au pire pendant 1 an, à chaque instant, à chaque image et à chacune de vos pirouettes. Rien de ce que nous disons n'est soudain. Nous avons vu les bombes tomber, nous avons vu les maisons se transformer en décombres, les corps être décapités, broyés, brûlés, comme s'ils ne valaient rien. Ici, il n'y a aucune place pour préserver l'ignorance blanche. Pendant cette émission, ne vous attendez pas à ce que nous préservions votre confort, car il y a déjà assez de lieux où vos illusions sont maintenues intactes.
Des lieux où l'on vous rassure, on vous cajole, on vous dit que tout est compliqué, que les victimes d'aujourd'hui sont peut-être les coupables de demain. Ici, ce n'est pas un de ces lieux. Ici, nous n'étoufferons pas la vérité pour protéger vos sensibilités. Souffrez que l'on s'exprime. Nous ne sommes pas là pour ménager les âmes fragiles, pas là pour enrober la vérité dans des formules bien polies, pour rassurer ceux qui s'accrochent à leur confort moral. Souffrez que l'on s'exprime parce qu'il n'y a plus d'espace pour la demi-mesure, pour la modération de convenance, pour les propos édulcorés qui rassurent ceux qui n'ont jamais eu à craindre pour leur existence. Ne pas heurter les consciences anesthésiées par la blancheur coloniale est vraiment le cadet de nos soucis. Vous ne pouvez pas exiger la douceur quand c'est du colonialisme, quand on parle de colonialisme, quand on parle d'apartheid et quand d'occupation il s'agit. Mais il y a pire que le silence, il y a l'épistémicide. L'épistémicide, ce terme est lourd, il est violent, tout autant que ce qu'il désigne, la destruction systématique d'un savoir, d'une culture, d'une vérité par un pouvoir oppressif. Ce n'est pas seulement la terre des Palestiniens qu'on vole, c'est leurs histoires, leur narration, leur réalité. On efface, on manipule, on tord la vérité pour que l'oppresseur devienne victime et la victime oppresseur. Le récit dominant, celui qui imprègne les manuels, les discours officiels, les débats médiatiques, ce récit est une arme d'invisibilisation, une arme d'effacement. Face à cette situation, nos mobilisations, aussi intenses soient-elles, semblent se heurter à un mur d'indifférence et de déni. Notre impuissance est palpable. Chaque manifestation, chaque prise de parole, chaque tentative d'éducation semble s'évaporer dans le vide sidéral de la blanche ignorance. Pourtant, nous persisterons à la confronter, à la démanteler méthodiquement, implacablement, votre ignorance feinte, passive, agressive même. Alors oui, vous serez choqués, vous serez outrés, mais ce n'est plus notre problème. Pour la Palestine, souffrez que l'on s'exprime encore et pour toujours. Et comme Césaire l'a dit, l'Europe s'est aveuglée sur ses propres crimes et ça continue aujourd'hui. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé et qu'en France on accepte, une fillette violée et qu'en France on accepte, un malgache supplicié et qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent. Et alors, un beau jour, la bourgeoisie est réveillée par un formidable choc en retour. Les Gestapos s'affairent, les prisons s'emplissent, les tortionnaires inventent, raffinent, discutent autour des chevalets. On s'étonne, on s'indigne, on dit comme c'est curieux, mais bah c'est le nazisme, ça passera. Et on attend, et on espère, et on se tait à soi-même la vérité que c'est une barbarie, mais la barbarie suprême, celle qui couronne, celle qui résume la quotidienneté des barbaries, que c'est du nazisme, oui, mais qu'avant d'en être la victime, on en a été le complice, que ce nazisme-là, on l'a supporté avant de le subir, on l'a absous, on a fermé l'œil dessus, on l'a légitimé, parce que, jusque-là, il ne s'était appliqué qu'à des peuples non européens, que ce nazisme-là, on l'a cultivé, on en est responsable, et qu'il sourd, qu'il perce, qu'il goûte, avant de l'engloutir dans ses eaux rougies, de toutes les fissures de la civilisation occidentale et chrétienne. Oui, il vaudrait la peine d'étudier cliniquement, dans le détail, les démarches d'Hitler et de l'hitlérisme,
et de révéler aux très distingués, très humanistes, très chrétiens, bourgeois du XXe siècle qu'il porte en lui un Hitler qui s'ignore qu'Hitler l'habite, qu'Hitler est son démon, que s'il le vitupère, c'est par manque de logique, et qu'au fond, ce qu'il ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc, c'est l'humiliation de l'homme blanc, et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Et c'est là le grand reproche que j'adresse au pseudo-humanisme. D'avoir trop longtemps rapetissé les droits de l'homme, d'en avoir encore une conception étroite et parcellaire, partielle et partiale, et tout compte fait sordidement raciste. Éclairer les marges, décoloniser les regards. Angle mort, là où les périphéries parlent au centre. Sur Prune, avec Angle mort, du coup un pavé dans la mare, ce discours sur le colonialisme de Césaire qui date de 1950. Alors en cherchant un peu, j'ai découvert qu'en fait c'est un discours qu'il n'a jamais prononcé. Mais il a été sollicité par une revue de droite qui s'appelait, je crois, Réclame, et qui lui demande d'écrire, en plein débat à l'Assemblée nationale, d'écrire un texte sur la colonisation. Et du coup, il accepte, mais avec une seule condition, celle de pouvoir écrire ce qu'il veut et que personne ne retouche son texte. Et du coup, son texte est publié tel quel. Et il dira « Alors, j'ai mis le paquet et j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. C'était fait comme un pamphlet et un peu comme un article de provocation. C'était un peu pour moi l'occasion de dire ce que je ne parvenais pas à dire à la tribune de l'Assemblée nationale. » Alors, quand on a préparé cette émission, on s'est dit que pour démarrer, on allait poser les bases. Donc, je l'ai fait aussi un peu avec l'édito. Mais du coup, on s'est dit qu'on allait poser les bases avec ce texte. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce texte? Charles Marquet, peut-être que tu peux revenir dessus. Essayer de revenir dessus, parce que c'est une expérience bouleversante quand pour la première fois on lit ce texte-là et la façon dont il résonne encore aujourd'hui. Et aussi l'auteur. L'auteur est très très intéressant. Aimé Césaire, c'est pas n'importe qui, c'est un poète, un homme politique aussi. Voilà, membre du Parti communiste, qui est à l'origine de la négritude avec Senghor. Léon Gontran Damas. Exactement. Il y avait des femmes avec, mais j'ai oublié. Nardal. Exactement, voilà. Et justement, son parcours est très intéressant parce que lui, il est légitime justement pour dire dans ce texte ce qu'il ressent et justement le rapprochement qu'il fait entre le Hitler qui dort en vous, le rapprochement qu'il fait avec le nazisme. Le contexte est très intéressant parce que là, on est vraiment après-guerre, on a conscience des horreurs du nazisme et tout ce qui s'en est suivi. Et lui, là, il est justement un peu étonné parce qu'il voit aussi ce processus qui commence un peu à rentrer en marche où on voit les élites européennes essayer de se distancier justement avec du nazisme comment dire ça, en présentant le nazisme comme une sorte de monstruosité qui serait une irruption, une anomalie dans l'histoire de la modernité occidentale. Et ce texte renvoie à la bourgeoisie occidentale que, en fait, Hitler, c'est le prolongement de toute l'idéologie, de tous les discours et de tous les propos qui ont été tenus à l'Assemblée nationale française, donc dans les débats qui sont contemporains à ce texte-là. Parce qu'on est en pleine... il y a plein de mouvements, on est en pleine décolonisation, débat sur la départementalisation, etc. Il était pour Césaire. Effectivement. Oui. Et du coup, c'est ça qui est intéressant avec ce texte, parce qu'il rappelle que le nazisme, comme le fascisme, ne sont pas des anomalies de la modernité ni du capitalisme, ce sont des stades de la modernité et du capitalisme. Et donc,
avec les bonnes circonstances, avec bonnes entre guillemets, alors ces symptômes-là vont se manifester tel que ça s'est manifesté pendant le nazisme, tel que ça s'est manifesté pendant le fascisme, tel que ça s'est manifesté pendant le franquisme, mais de la même manière tel que ça s'est manifesté pendant le colonialisme. Parce que autant l'Europe a dit plus jamais ça sur son continent quand il a vu les affres du colonialisme être déployées par le régime nazi, en même temps l'Europe déployait les mêmes appareils, le même discours idéologique et la même brutalité sur des peuples qui étaient aux périphéries et que Césaire ici a mis au centre à travers ce discours. Et donc le lien qu'on peut faire aujourd'hui, on l'a choisi aussi parce que c'est toujours d'actualité. Quel lien on peut faire avec la situation du moment ou avec la Palestine notamment, mais pas que? On y reviendra tout à l'heure. Le lien, ça va être décolonial. Parce que contrairement aux discours anticoloniaux et post-coloniaux, le décolonial postule que la colonialité est toujours alive and well, c'est-à-dire toujours en vie et très bien portant. Ouais. Et il faudra y mettre des mots et peut-être essayer d'y remédier. Alors je vais finir juste par vous lire en cherchant des infos sur ce texte. Je suis tombée sur la transcription d'une partie d'un débat qu'il y avait à l'Assemblée nationale en 1950 avec Césaire. Et donc, je vous le lis tel quel parce que je me suis dit, franchement, rien n'a bougé. Hein. On pourrait entendre les mêmes débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On lui dit, un certain monsieur Paimboeuf lui dit, que seriez-vous sans la France? Et Césaire répond, un homme à qui on n'aurait pas essayé de prendre sa liberté. Un autre, M. Téten, lui dit « Mais c'est ridicule ». M. Caron reprend la parole et lui dit « Vous êtes un insulteur de la patrie ». Un certain M. Bayrou « Vous avez été bien heureux qu'on vous apprenne à lire ». Et Césaire répond « Ce n'est pas vous, M. Bayrou, qui m'a appris à lire. C'est grâce au sacrifice des milliers et des milliers de Martiniquais qui ont saigné leurs veines pour que leur fils ait l'instruction et pour qu'ils puissent la défendre un jour. » Voilà, dans ce texte, donc, on a tout. Et puis, écoutez, on va peut-être faire la première pause musicale. Vous êtes toujours sur Prune avec Angle Mort. Et donc, du coup, la première pause musicale qu'on va faire, c'est qu'on a choisi quelqu'un qui sait occuper l'espace sonore et visuel. On a choisi Bootsy Collins. Un excentrique. Un excentrique. Qui est une figure emblématique du funk et qui a révolutionné le son de la basse avec Parliament Funkadelic. Et on écoute I'd Rather Be With You. Yes, I do. I'd rather be with you until that day will fly away. I just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. I'd rather be with you, yeah. I wanna hold your hand, oh, if I can, just be a man. I wanna be your friend, not now and then, but until the end. I just love the way you act, and that's a fact. I wanna be your number one, so get to that.
I'd rather be with you until I'm through. Oh yes I do. I'd rather be with you until that day will fly away. I just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. I'd rather be with you, yeah. Yeah, I'd rather be with you. I'd rather be with you, yeah. Yeah, I'd rather be with you. Oh man. You might think I'm trying to be funny, but I'm really serious this time, baby. Even though it's a cold world, baby, but you know deep down inside that I do love you. I know I sound strange, but I really mean it. We gonna make it this time, baby. You're the only one, I really love you. I'm coming at you with both hands tied behind my back, baby. I'd rather be with you. You got me. I'm coming at you. Get ready. C'était Bootsy Collins. Cher Marquet, dès qu'on a commencé à préparer l'émission, la première en tout cas, tu m'as dit, enfin tu nous as dit, ça sera Bootsy Collins. Et pourquoi Bootsy Collins? Le jour où j'avais proposé justement Bootsy Collins, j'étais en train de regarder un film du début des années 2000, Baby Boy, où il y a Snoop Dogg et Tyrese qui racontent une histoire. J'invite les gens à regarder. Et il y a une scène où justement Snoop écoute cette chanson-là. Et c'est pas par hasard que Snoop écoute cette chanson-là, parce que le rap West Coast, c'est énormément samplé en fait. Les Bootsy Collins, les Parliament Funkadelic, et il y a quasiment tous les samples du grain musical de la West Coast vient justement du funk et de ces gars-là. Et ce qui aussi m'intéressait aussi, c'est de voir que la plupart de tous ces grands-là viennent d'une région qui est vraiment sous-estimée aux États-Unis, qui est vraiment une des bases de la musique afro-américaine, le Midwest, Détroit, Chicago. Je pense que Bootsy doit être de l'Ohio, je pense. Et puis voilà, quoi. C'était juste pour mettre la lumière sur ces artistes qui sont oubliés et qui sont quasiment à la base de beaucoup de tubes, parce qu'ils ont été samplés. Beaucoup plus de 150, tubes. Je crois. Ouais, c'est ça. Rien que lui. Ouais. Alors, donc, je te laisse imaginer les autres. Au moins pour ceux qu'on a comptés, quoi. Exactement. Donc voilà. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, vous êtes toujours avec nous en direct. C'est la première, ça se passe bien. Et maintenant, c'est l'instant lexique avec Rêve. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'instant lexique d'Angle Mort. Donc, pour l'instant lexique, je vais vous parler d'un terme que l'on entend très souvent actuellement, et surtout depuis 5 ans qui est apparu dans le débat public français, et donc chez les intellectuels, chez les journalistes. Tu sais que je devais faire une petite présentation de toi, avant. Ah oui ? Ouais. On peut toujours le faire. Ah ouais, je vais le faire, parce que je l'ai écrite, elle est trop bien, et je la kiffe. Donc, t'es obligé, là. T'es obligé de l'écouter. Ouais, elle a mis son veto. Hein. Ah, j'ai mis mon veto, voilà. Donc, Rêve, c'est un peu comme un bulldozer intellectuel avec un cœur de guimauve. Le jour, il jongle avec des concepts comme périphérie et centre, aussi facilement qu'un jongleur de cirque avec des quilles enflammées. La nuit, on raconte qu'il s'endort en lisant des traités philosophiques politiques en version originale. Son super pouvoir, décortiquer les mots comme on épluche un oignon, couche après couche, jusqu'à vous faire pleurer de compréhension. Avec Rêve aux commandes de la rubrique lexique, même les mots les plus intimidants vont devenir pour vous des alliés.
Alors, rêve. Aujourd'hui, tu as choisi le terme décolonial. C'est un terme qui dérange, mais qui est justement très important. Effectivement, surtout comme angle mort, parce que alors que le terme est hyper exposé dans l'espace médiatique, j'en parlais tout à l'heure, c'est apparu, donc dans les 5 dernières années, c'est apparu dans le débat public français, repris par les éditorialistes, les intellectuels. Il y a des mouvements, il y a même un observatoire du décolonialisme qui est arrivé, mot intéressant d'ailleurs, décolonialisme, et qui montre que l'entrée de la part du public, notamment français, donc dans le décolonial, se fait par ces critiques de la droite, parce que c'est clairement des critiques de la droite. Et puis, il y a aussi, si on va vers l'Amérique latine, on va trouver des critiques, mais venant de la gauche du décolonial. Donc, je pense qu'il faut élaguer tout ça pour essayer de comprendre de quoi il en retourne quand on parle de décolonial, loin des fantasmes, mais surtout en historicisant et en précisant le contenu, les acteurs, les enjeux autour desquels donc se déploie la stratégie ou les pensées et les mouvements décoloniaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'avoir une démarche décoloniale ? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, je suis décolonial ? Ou est-ce qu'on dit, je suis dans une démarche décoloniale ? Qu'est-ce que c'est ? Le décolonial, c'est jamais un rapport avec une personne. C'est toujours un rapport avec une démarche, une pensée, un mouvement. C'est un rapport au monde, un regard que l'on porte donc, et que l'on pose sur le monde et sur l'histoire. Et je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses, plusieurs termes qui ont la même racine. D'abord, décolonialisme, il faut l'élaguer très très vite. C'est un terme qui est utilisé par les détracteurs. Si vous l'entendez, sachez que c'est un mot-clé, ou comme on dit, c'est un dog whistle qui vous dit et qui situe d'où vient cette critique-là. C'est une critique de droite qui présente pas le décolonial, mais plutôt les fantasmes et les projections que certains mouvements pensés intellectuels font de ce terme. Du style, ils veulent faire des ateliers non mixtes, voilà. C'est des wokistes, etc., néo-féministes, c'est le lobby LGBT, etc., etc. Si vous entendez tous ces termes-là, qui sont un peu creux, vous savez que vous êtes dans cette sphère-là. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que veut dire le mot. Et le mot a une certaine généalogie. Il faut d'abord situer les mouvements qu'on appelle des mouvements anticoloniaux, ou l'anticolonialisme, qu'on peut situer dans les années 50, années 60, Césaire, dont on a passé un extrait tout à l'heure, Fanon, Frantz Fanon, qui a écrit Les damnés de la terre, qui était sa thèse de médecine, puis ensuite refusée comme thèse de doctorat, qui a été publiée, œuvre majeure. Et puis, il y a eu les années 80, et là, on se déplace dans le common law, dans le Commonwealth plutôt, alors que dans l'anticolonial, on était dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Asie, etc. Là, on se déplace dans le common law, d'abord en Australie, avec quelqu'un comme Bill Ashcroft, qui a écrit un ouvrage majeur qui s'appelle The Empire Writes Back. Et c'est un des ouvrages qui ont vraiment inspiré ce mouvement. Et puis, il y a aussi, par exemple, les Andes. Coloniales à l'époque, c'est pour ça que j'ai dit les Andes, mais aujourd'hui, on dirait l'Inde. Les Andes, c'est beaucoup plus large que l'Inde, pour ceux qui seront intéressés par l'histoire coloniale, notamment de la France. En Inde, il y a eu ce qu'on appelle les Subaltern Studies, qui ont été donc notamment lancés par l'ouvrage de Spivak, Gayatri Spivak, qui s'appelle Can the Subaltern Speak? Parce que dans le milieu universitaire, dans le milieu académique, la parole était principalement portée par des penseurs et donc des auteurs du centre. Et on parlait du colonialisme depuis le centre. Et Spivak leur disait, est-ce que le subalterne dont on parle, à la place de qui on parle, est-ce que ce subalterne peut parler? Et donc ça, c'est les études postcoloniales qui ont été très intéressantes, anglophones, un peu francophones. On a les Achille Mbembe et les autres sur le continent européen. Et puis ensuite viennent, dans les années 90 et 2000, ce qu'on appelle les études décoloniales qui, pour le coup, ici, sont hispanophones. Et donc, il y aura le mouvement donc, modernité-colonialité avec Quijuano, qui est donc un Péruvien. Et puis, il y a les Walter Mignolo, il y a Enrique Dussel,
ceux qui connaissent Grossfogel, qui vient très souvent en France. Et ce sont des gens qui, en rupture avec les études postcoloniales, parce que ce qu'ils reprochent aux études postcoloniales, c'est deux choses. La première chose, c'est de voir le colonial comme étant dans une période post. C'est-à-dire qu'on est après, qu'on a déjà fait ce qu'on appelle les décolonisations, et donc on est dans une ère historique post-coloniale. Donc, où le colonial a disparu. Exactement. Les décoloniaux viennent leur dire que si le colonialisme, en tant qu'emprise politique directe, d'administration directe et d'extraction directe, a disparu dans certains de ses atours, la colonialité demeure. Et c'est un terme qui est important parce que la colonialité diffère du colonialisme, parce que la colonialité est un principe d'organisation du monde qui, selon Quijano, qui l'a théorisé, naît avec la modernité et organise les rapports entre l'Occident et le reste du monde. D'ailleurs, beaucoup d'influence de quelqu'un comme Wallerstein qui a théorisé le système monde avec centre et périphérie, donc des termes que l'on utilise très, très souvent et que vous allez entendre très souvent dans les émissions de Angle Mort. Et puis, il y a donc cette notion de colonialité. La colonialité a plusieurs atours qui se sont déclinés à travers quelques concepts ou quelques épithètes qui ont été ajoutées par Quijano. D'abord, c'est la colonialité du pouvoir. La colonialité du pouvoir nous dit que les ex-colonies sont toujours sous l'emprise des structures des pouvoirs coloniaux. L'ordre du monde est divisé entre une zone de l'être, qui est l'Occident, et puis une zone du non-être, qui est donc les ex-colonies. Ex entre guillemets, parce que c'est une critique, justement, donc des études postcoloniales. Et puis, il y a la colonialité du savoir, dont tu as esquissé, Filsan, tout à l'heure, un terme qui est l'épistémicide. La colonialité du savoir, c'est que la connaissance produite en Occident est considérée comme supérieure, tandis que les épistémologies, les rapports au monde, les savoirs produits dans les ex-colonies sont marginalisés. Et ne sont pas seulement marginalisés par une production monopolistique de l'Occident, mais il y a une démarche active de suppression et de délégitimation de ces savoirs-là. Et puis, il y a ce qu'on appelle la colonialité de l'être. La colonialité de l'être concerne ces processus de déshumanisation des peuples colonisés, ces processus d'objectivation et de ce qu'on pourrait appeler avec un barbarisme stéréotypage racial. Donc, ce sont ces trois-là qui expliquent ce qu'est la colonialité. Et puis, viennent quand même deux personnes, Maria Lugones d'abord, qui apporte une critique qui était un angle mort. Oui, c'est un angle mort, carrément. Des premiers décoloniaux, qui est la colonialité du genre. Elle propose que, alors que la colonialité est née avec la modernité, il y a eu une naissance concomitante du patriarcat. Donc pour elle, le patriarcat est donc l'organisation hétéronormée du monde, pas l'organisation genrée, parce que le genre précède tout ça, née avec la modernité. Et puis de sa droite, arrive Rita Laura Segato, qui parle de patriarcat de basse intensité et d'haute intensité. Elle dit que le patriarcat, ou il serait impropre de dire que le patriarcat est né avec la modernité, parce qu'il y a des structures patriarcales qui sont prémodernes. On les retrouve dans plein de sociétés, donc prémodernes. Par contre, sa dimension, qui est, pour reprendre son expression, de haute intensité, c'est-à-dire inscrite dans le droit, avec une administration du corps, des ressources des femmes, mais aussi une mise à distance des autres façons d'être au monde, qui sont des genres qui vont être marginalisés. Il faut voir comment la colonisation a introduit dans les législations africaines, par exemple, et dans les législations asiatiques, une criminalisation de certains genres et de certaines sexualités qui n'existaient pas. Cette forme de criminalisation n'existait pas. Et donc Segato vient faire il y a toute cette distinction entre le avant et le après l'avènement de la modernité et un changement fondamental dans l'émergence du patriarcat. Pour aller vite, parce qu'on pourrait... Oui, parce que j'ai très envie de te demander,
on en est où maintenant? Parce que des fois, quand vous discutez entre vous, vous avez des termes du style « Ah non, mais eux, c'est des recoloniaux ». Donc, je voudrais savoir où est-ce qu'on en est maintenant, le mouvement maintenant. Par exemple, en France. On en est à une période qui est une période à la fois de généralisation et donc d'appropriation très bienvenue de la part du public, de la part des militants, de la part de l'espace, on va dire, discursif qui est partagé. Mais en même temps, comme toujours dans ces périodes d'ouverture, c'est des périodes aussi de confusion. Et ces confusions arrivent parce que, d'une part, il y a des gens il y a le tout décolonial, c'est-à-dire que dès qu'un mouvement est anticolonial, ce mouvement est décolonial. Je donne un exemple, le Hamas est un mouvement anticolonial, le Hamas n'est pas un mouvement décolonial. C'est-à-dire, si on lit l'approche du Hamas par le biais de Maria Lugones, par exemple, sur la question du genre, on va trouver une reproduction de structures patriarcales qui ne sont pas très émancipatrices pour, par exemple, que ce soit les femmes ou d'autres. Mais ça ne remet pas en cause la légitimité du mouvement. Ça permet simplement d'avoir une lecture, exactement, une lecture beaucoup plus lucide de la situation et donc de penser que la libération de la Palestine en tant que nation ne sera pas seulement une victoire de telle ou de telle faction, mais ce sera aussi un processus libératoire pour toutes les personnes qui sont dans cet espace-là, y compris les marges. Et puis, il y a l'autre confusion, qui est une confusion épistémique, qui est que dans l'espace militant, l'espace politique, etc., quand ce type de concept émerge, il y a un peu de capital symbolique. De capital culturel. Ça fait bien, quoi. Exactement. Et donc, ça un fait peu bien. Quand il y a des réunions qui sont organisées et tout, ou des tables rondes, on va te mettre intersectionnalité. Exactement. Ouais. Il y a eu un moment, c'était inclusif, quoi. Tout était inclusif, mais on se rendait compte que quand tu arrives, la question de l'accessibilité n'est pas toujours là. Donc, est-ce que c'est si inclusif que ça? Est-ce que... Et tout. Et donc, en fait, du fait de ces effets d'opportunité-là, on se retrouve dans la confusion d'identifier certains courants de pensée, certains acteurs comme étant décoloniaux, mais cette qualification résiste très mal à l'analyse quand on questionne leur discours et surtout quand on questionne leur praxis, c'est-à-dire leur méthode de lutte, d'action concrète, et on voit qui est-ce qu'ils mettent à distance et qui est-ce qu'ils incluent. Par exemple, quand tu inclus le petit blanc et que tu exclus le LGBT de quartier, tu es dans la colonialité du genre. Et donc, il est toujours important d'élaguer un peu tout ça pour s'y retrouver un peu plus. Donc en gros, quand tu essayes de libérer une partie de la population, mais que tu as envie de remettre en place d'autres systèmes ou structures d'oppression, tu n'es pas vraiment... Exactement. Tu n'es pas vraiment avoir une lecture décoloniale te permet de travailler à la fois la libération sans ne pas être un oppresseur soi-même. Si on a compris ça, on a compris la démarche décoloniale. La dernière chose qui est, parce que je suis passé très vite sur les critiques du décolonial, des pensées décoloniales par la droite, vous savez, les fantasmes ils sont donc des menaces visant l'identité nationale, en favorisant la repentance, par exemple, puisqu'on parle beaucoup de colonies, de colonisation, colonialisme et autres. Et ils disent aussi qu'on est en train de dissoudre l'unité française en mettant l'accent sur les différences comme le genre, la classe, la religion, la race, l'ethnicité, etc., etc., etc. Des fois, elles peuvent venir de gauche aussi. Hein. Ah oui. De basse intensité, oui, justement, on allait l'évoquer après. Effectivement. Et puis, je pense que, et je vais finir sur ça, sur des propos d'Enrique Dussel. Parce que Dussel, il a donné une lecture du décolonial et surtout une proposition donc de leitmotiv du décolonial qui, je pense, est très à propos. Il nous dit, à propos du décolonial, il ne s'agit donc pas d'un projet prémoderne, d'une affirmation folklorique du passé, ni d'un projet anti-moderne, de groupes conservateurs de droite, de groupes nazis, fascistes ou populistes. Il ne s'agit pas non plus d'un projet post-moderne de négation de la modernité en tant que critique de toute raison pour tomber dans un irrationalisme nihiliste. Le décolonial pour Dussel, donc, ce doit être un projet transmoderne, donc une transmodernité, qui, grâce à l'incorporation réelle du caractère émancipateur rationnel de la modernité et de son altérité niée,
on peut retrouver une émancipation pleine et entière. Bon, tu veux rajouter quelque chose ? Je te vois bouillir. Non, c'était juste pour... tout est dit dans le dernier extrait là que Rêve a cité, parce que Dussel répond vraiment à toutes les objections qu'on lui fait par la droite, qui est déjà assez minable, mais c'est surtout de la gauche. Il est beaucoup vu aussi par pas mal de militants de gauche comme une figure controversée, mais ils oublient en fait, il y a beaucoup de... La gauche européenne est très très mal renseignée sur l'expérience colonisée en fait. Dussel, c'est un Argentin, il vient d'un espace issu de la colonisation, donc son regard est totalement différent. Et la critique qui fait de la gauche, c'est pas une critique qui est... alors, il fait pas une critique de la gauche, il fait une critique de la modernité. Et la modernité, c'est vraiment l'enfant justement de la gauche, en sachant que la droite est un passager clandestin justement de la modernité. Et les critiques qu'il fait justement sur la gauche sont très très mal comprises si on ne saisit pas le contexte colonial. Est-ce que tu peux donner un exemple de ces critiques qu'il fait sur la gauche ? En fait, encore mieux, je vais vous lire un texte d'une personne justement qui explique en fait... Pas très long le texte, parce que je suis gardienne du temps. Non, pas de souci. Et après, derrière, je vais essayer d'expliquer beaucoup plus concrètement. En revanche... attends. C'est le texte de qui, d'ailleurs, si on peut savoir... Oui, il faut que tout soit tracé. Alors, c'est Martegui. Tu sais, Mariátegui. Voilà, Mariátegui. D'accord. Et j'arrive pas à retrouver le texte. Mais pour la prochaine fois. Mais en gros, ce qu'il voulait dire, c'est que la modernité présuppose l'individu. Or, lui, ce qu'il explique, c'est qu'un noir, un métis et un indien en contexte colonial en Amérique du Sud ne peut pas se permettre l'individualisme parce que c'est une mort sociale pour lui. Donc, ce qu'il propose aux communistes et aux gens de gauche qui sont dans une forme d'étapisme, on fait ci, on fait ça d'abord, lui dit, le communisme, nous, on le vit tous les jours parce que l'individualisme, pour nous, c'est un danger de mort. Et cette explication-là, elle est vraiment la meilleure pour pouvoir comprendre justement quelle est l'expérience d'un colonisé dans un espace aussi radical qu'un espace colonisé. Voilà. Super, merci. On va conclure sur ça. C'était l'instant lexique avec Rêve. On espère que vous avez pris des notes. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. On vous mettra des références et toutes les ressources qui ont été citées sur le site de Prune avec le podcast de l'émission. Comme la musique, c'est aussi un autre langage pour éclairer ces zones d'ombre. Direction Madinina, l'île aux fleurs ou Juana Serra, j'espère que je prononce bien, l'île aux iguanes, plus connue sous le nom de la Martinique. C'est une île des Caraïbes qui a vu ses premiers habitants exterminés en partie par Christophe Colomb et dont la colonisation française a débuté au XVIIe siècle, en 1635 plus exactement. Donc on va partir en direction de la Martinique avec Meryl et son titre Dembo Martinica. Montez le son et préparez-vous à bouger. Es el dembow French Caribbean para la 42. Y'a la popo, la Lily, la police. Y'a qui ban man, mauvais femme, con, cabrier la soliste. Son cap était fort, plus fort qu'un touriste. Et t'énerve les touristes. Lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos. Comme dans les looks, nous tout la cavone dos. Pogo jonge pété, chica bon. Lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos, lâchez les dos. Comme dans les looks, nous tout la cavone dos. Pogo jonge pété, chica bon. Mélange une pour les filles, c'est pas les gars, j'ai matché bien, no chat, j'ai pété, no fake, no. Et à soleil ou en bas la vie, à venir vivre la vie, au lieu de crier Babylone, qu'est-ce qu'il y a? On tue nous là, 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 on tue nous pour les filles, on tue nous pour les filles, pour les filles, pour les filles, pour les filles. Yo, no estamos buscando, ellos siguen hablando. Yo ando con Marila para él la estamos dando. Hay pile mama huevos de hoyo se están llenando porque chamaquito está subiendo chin a chin. Diablo está subiendo a chin. Ay, se juntaron los martiniqueños. Ay, con los dominicanos. Ay, mi mai. Ay, mi mai. Ay, se juntaron los martiniqueños. Ay, con los dominicanos. Ay, mi mai.
I need my. J'avais pas le mode qu'on put yon boula. Santo Domingo, Punta Cana. Tu connais les top et c'est très délicat. Ma tobola, kiloke, wawawa, kiloke, wawawa, kiloke, wawawa, kiloke, wawawa, kiloke, wawawa. Fia dit mais il est fait qu'on Noelia. Opi de Adriana, Truchita. Sentiment d'arriver Barcelona. Check mes V2V, check mes Théo Sevilla. Bonita, 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 bonita. Au pays faut que ma chérie Big Block 17 là. Opi de que Opinella est toujours là. Rocoqueo, rocoqueo, singueteo, singueteo. Ven, quítame los panties, ven, dame deo. Es que yo sentí fuego, fuego, fuego. Papi chulo, yo te quiero, quiero, quiero. En la cama quiero fuego, fuego, fuego. La Molly lo tiene loco, yo sé que te provoco. Es que tengo saoco, eso te tiene loco, 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 loco. Piloneo, piloneo, piloneo. Tú mejor que yo no lo creo. Piloneo, piloneo, piloneo. Tú mejor que yo no lo creo. Dog side, si vous en bad boy, get to modou we outside. Nous see the sun side, et the chica outside. Modou ça fantastique, et the bombastique, ça hallucinant. Et gars ça, ti bay, nous pas dit pour faire des tailles. On dit chez Bayon, pas tête en douce, c'est backshot pour bail. Backshot pour bail, modou c'est backshot pour bail. Et the DJ, tu sens qu'à sortir comme Dubaï. Sorti crier, mais il dit, one life kabaye. Nous péquer des filles à bye bye. Au moins plein des petits cas, c'est plus bigas. Ça, qu'après moi, ben, il dit, mais ça t'indasse. J'espère que tout va bien pour vous. La massa, yo soy Josie Shannon, Noelia. Don Meme. C'était Dembo Martinica, le morceau de Meryl. J'espère que tout va bien pour vous et que vous profitez de ce voyage en compagnie du collectif Isonomia. Il est temps de rejoindre Charles Marquet pour son moment hors piste. Aquí vamos. Si. On prend un détour. C'est le moment hors piste d'Angle Mort. Maintenant, c'est le moment hors piste qui nous est offert par Charles Marquet. Laissez-moi vous le présenter. Charles Marquet, c'est notre Indiana Jones de la pensée critique. Si Foucault avait eu un enfant explorateur, ça aurait été probablement lui. Expert en chemin de traverse, il pourrait vous faire visiter les coulisses de l'histoire avec la même aisance qu'un guide touristique vous ferait découvrir la Tour Eiffel. Mais surtout, on raconte qu'il est détenteur de secrets sur tout le monde. Il a des fiches sur tout le monde. Il pourrait faire couler la 5e République. Mais surtout, préparez-vous à un voyage hors des sentiers battus où même votre GPS mental risque de perdre le nord. Charles Marquet, si j'ai bien compris, tu t'apprêtes à nous partager une déclaration d'amour ? Oui. Longuement pensé pour toutes les gens qui se mobilisent ces derniers temps et qui sont actifs dans les marches. Donc voilà, c'est parti. Je suis de ces gens, longtemps réfractaires aux marches et aux manifestations. À quoi bon ? J'étais de ces gens que des décennies d'hégémonie de la gauche institutionnelle avaient renvoyé dans son quartier, où l'énergie militante s'est fossilisée quand elle n'est pas redirigée vers une misérable défense contre la gentrification et les clowneries de Royal Deluxe. Passant de réunion publique en réunion publique, à l'affût des fragilités d'un pauvre diable envoyé par l'administration municipale pour nous vendre un obscur plan de réhabilitation urbain, où une immense place sera remplacée par un potager solidaire où gît des plantes grabataires entretenues péniblement par personne. Triste quotidien, répétitif et entrecoupé par les raids furtifs de la soldatesque, missionné par une joint venture mairie-hôtel de ville afin de faire stopper les points de deal, d'où se fournissent en opiacés leurs propres rejetons. So ghetto cette vie qu'il est encore trop tôt de la rapprocher de celle de Soweto. 7 ans d'extrême centre et de propos orduriers m'ont poussé à sortir. J'ai essayé un jour et me voilà devant vous, venu rendre hommage à ceux dont j'ai longtemps été séparé. Armé de mon sourire et de mon lyricisme, seule chose que la laideur de ce monde n'arrivera pas à me prendre, marchant et sociabilisant avec celles et ceux que l'on diabolise. Ensemble en des temps où les mobilisations ne sont plus sectaires ou sectorielles, nous avons repris des mains des gens autorisés la possibilité de nous organiser de façon autonome. Nous ne ferons plus la queue devant les institutions bourgeoises, espérant le jour où elles seront en empathie avec nous. Oublions au passage que l'accès de certains groupes à la dignité et la reconnaissance dans l'espace public resteront précaires, sauf à d'exceptionnels moments, admis et adulés pour leur capacité à nous divertir et nous donner des émotions, sportifs ou musiciens,
produit récréatif, demi-dieu, dont la discrétion est exigée quand la lumière s'abaisse sur la piste des étoiles. Que de générations perdues, clochardisées, ostracisées par cette organisation mortifère de la cité. Votre sexualité est la norme, vous auriez pu regarder ailleurs. Votre racialisation est la norme, vous auriez pu regarder ailleurs. Votre genre est dominant, vous auriez pu regarder ailleurs. Shadowban et ghosting ne seront plus le quotidien d'Adam et Justine. Non, nous avons décidé d'être de ces gens qui ont choisi de ne pas regarder ailleurs. Sacrifions parfois une vie plus douce et confortable. Refusons les clauses cachées du contrat social qui, depuis des siècles, organisent nos vies. Nous avons choisi de faire converger nos luttes. Nos dignités ne se négocient pas. Nous ne sommes pas le problème, nous sommes la solution. Combattons l'atomisation de nos luttes, la division et les esthétiques révolutionnaires douteuses. Assemblez-vous, rassemblez-vous, et je vous promets que vous ne serez plus jamais seuls. Eh ben. Wouhou! Ah ouais, moi j'avais dit une déclaration d'amour parce que c'est ce que tu m'avais vendu, mais au début là, ça snipait. Tu vas encore te faire des amis? L'amour vache. C'est ça, tu vois. Non mais faut jamais se fier à lui, hein. Jamais. Non mais moi j'entends l'amour et surtout je vois bien d'où il parle. Je vois bien d'où il parle parce que je le connais très très bien, donc j'ai vu On a vu son évolution. Exactement, par rapport aux manifestations, pour toutes les raisons qu'il a évoquées. Et puis cette puissance des manifestations, d'abord pour les gens, quand on voit les efforts qui sont déployés par les puissances publiques pour empêcher les manifestations, ça veut dire l'importance des manifestations. Parce que dans ces périodes donc d'impuissance généralisée, on a tendance à être dans l'apathie quand on voit que on défile, on manifeste et ça ne fait rien. Mais ça ne fait rien justement parce qu'il y a des assauts contre la manifestation. Et la manifestation est un instant de visibilisation des rapports de force dans l'espace public. Là où on est atomisé dans des cubicles, comment on les appelle, anonymisés les aussi. Open, exactement. C'est des open office, c'est comme ça qu'on les appelle, les open space. Open space, exactement. Quand on est éparpillé dans des, on va dire, dans des tours de garde qui ne se chevauchent jamais, on ne voit jamais ses collègues. Exactement. Quand on est tout le temps sur la route, etc., qu'on ne se voit pas, mais qu'on sent l'oppression du système capitaliste qui est en place. Un mal qui touche le syndicalisme aussi. Oui. Mais si on lit quelqu'un comme Benoît Cocard, justement, dans Ce qui reste, il explique comment la progression du FN dans les campagnes, par exemple, peut être expliquée aussi par l'atomisation qui fait que des lieux de réunion, comme par exemple le local syndical, où on pouvait attraper par le col le collègue qui n'était pas très conscient des rapports de force avec le patron, etc., on peut faire un moment d'éducation populaire. Voilà. Comploter tranquillement. Réarticuler les conflictuations. Dire que non, mais en fait, le problème, c'est pas l'immigré, etc. Tu vois bien qu'avec lui sur le chantier, vous êtes vraiment à la même enseigne. Par contre, quand la fiche de paie est là, quand il y a un accident, vous savez qui vous avez en face. Et ce jour-là, il n'y a pas cette différence-là que vous êtes en train de mettre en scène. Ça. Et donc, on désactive tout ça. Les manifestations, mais comme les Gilets jaunes qui se sont retrouvés sur les ronds-points, c'est à ça que ça sert. Ça visibilise à la fois les conditions, les rapports de force, mais aussi les solidarités qui naissent là et nous montrent que ensemble, on peut peut-être faire quelque chose. Ouais. Et moi, en tout cas, pour conclure, j'ai eu l'idée d'écrire ça parce que un samedi, je me baladais en ville et j'ai vu une personne que j'avais vue dans une manifestation et cette personne est venue rompre l'anonymat du centre-ville. Je ne savais pas qui était là pour prendre un verre ou qui acheter et quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est là avec moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui ont le même effet quand ils revoient un visage qu'ils ont croisé. Oui, ça permet de se compter. Exactement, et ça c'est très important. De ne pas se sentir seul. Il faut encourager les gens, voilà. Bien, écoute, merci pour cette déclaration d'amour. Et il y en aura d'autres. Parsemée de quelques explosifs, et ils se reconnaîtront. Sinon, je crois qu'on arrive vraiment, on arrive à la fin. C'était à la fois court et rapide. C'est la fin de l'émission, là. On doit rendre l'antenne à 20h. Exactement. Donc, c'était la première d'Angle Mort, en direct.
Non, c'est pas là. Il reste 5 minutes. Non, il reste 5 minutes, mais aussi c'est justement c'est bien qu'on puisse avoir cet espace-là. Et merci aussi à Radio Prune. Et peut-être que on pourrait annoncer que ça sera tous les mois, c'est ça ? C'est tous les mois. On aura le podcast. On pourra retrouver le podcast dès qu'on le mettra. Et puis toutes les références de l'émission. Voilà. Et puis la prochaine, on a dit qu'on ferait... on va essayer de décortiquer le fameux concept touffu et confus, les tours et les bourgs. Et les bourgs. Qui est développé par Bref. Et on va avoir un invité qui est très calé sur ce sujet-là. Et on va se régaler. On va pouvoir décortiquer tout ça. Oui, parce qu'on ne vous a pas dit, mais on se réserve le droit aussi d'inviter des gens, des fois, ou même de faire venir des gens de Nantes, mais même plus loin. Plus avant que nous, ce qui est assez rare. Plus avant que nous, ce qui est assez rare. Mais parle pour toi. Parle pour toi, ouais. Oui, parle pour toi, hein. Moi, j'ai jamais dit que j'étais savante. Hein. Moi non plus. Hein. De toute façon, j'ai pas eu l'occasion de le dire, mais j'ai entendu beaucoup de fake news sur la préparation. Il y en a certaines que j'ai volontairement. Il y en a certaines dues à tes talents culinaires que j'ai volontairement. Ouais, c'est vrai. Oui. En fait, j'aimerais aussi que l'on finisse sur un point. On a évoqué quand même pas mal de choses, pas mal d'auteurs, de références, etc. Un instant recommandation. Par exemple, il y a des youtubeurs qui produisent des contenus qui sont des contenus de qualité. Je pense à Sakatov, par exemple. Il y a Bad Socio aussi qui fait des Sakatov, donc contre Euphorie. Ouais, sur Twitter. Contre Euphorie, sur Twitter, mais surtout sur YouTube. Sur YouTube. Allez sur sa chaîne, il y a énormément de ressources, énormément de vidéos qui rentrent mais dans le détail. Par exemple, sur le décolonial, là, j'ai repris sa vidéo. Hein. Je me suis dit, je vais me rafraîchir. Qu'est-ce que le décolonial Exactement. Parce qu'il a fait une vidéo sur les décoloniaux. Et là, il a vraiment parlé de tout le mouvement. Exactement, de tout le spectre, y compris des recoloniaux. Des recoloniaux. Effectivement. Il y a l'ouvrage de Lissel Quiroz. Oui, Pensée décoloniale. Voilà. Effectivement. Donc, c'est un ouvrage, donc Lissel Quiroz, avec qui j'imagine, avec qui il faudra que l'on fasse une émission un de ces jours, avec qui on a déjà fait un podcast qui va être disponible. Et puis, tu avais cité Maria Tegui. On a cité pas mal d'autres personnes. Il y avait Césaire, il y avait Fanon, les damnés de la terre. Charles Mills aussi. Charles Mills très aussi. Important. Ah oui, le contrat racial. Et avant le contrat racial, le contrat sexuel. Avec Carol Pateman. Carol Pateman, ouais. Et ils ont fait ensemble le contrat de domination. Exactement. Donc, entre Charles Mills et Carol Pateman, qui est à lire. Et d'abord Carol. Effectivement. Parce qu'on comprend vraiment la démarche du contrat racial après avoir lu Carole. Effectivement. Et ce qui est intéressant avec tous ces auteurs-là, c'est que leur inspiration est marxiste, matérialiste. Donc, c'est toujours intéressant à lire chez nous. Donc, c'était Angle Mort. C'était Angle Mort, l'émission qui vous empêche de dormir, mais pour la bonne cause. Donc, souvenez-vous que ce n'est pas parce qu'on ne regarde pas les choses qu'elles cessent d'exister. On se retrouve le mois prochain pour éclairer les marges et décoloniser les regards toujours plus. Et d'ici là, gardez l'esprit ouvert et les yeux bien écarquillés. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Isonomia... PUR. Sur Insta aussi, des fois on met des recommandations de livres. Exactement. Donc voilà, j'espère que cette première vous a plu et à bientôt. C'était Angle Mort, l'émission qui éclaire les marges et décolonise les regards. Retrouvez le podcast de l'émission sur prune.net.